En 2025, BYD a fait ce que personne n'imaginait possible. Dépasser Tesla dans les ventes mondiales de voitures électriques. 2,26 millions d'unités vendues contre 1,64 million pour la marque d'Elon Musk. Un écart de plus de 600 000 véhicules. Et sans même vendre officiellement une seule voiture aux États-Unis. En Europe, les immatriculations de BYD ont bondi de 268,6% sur l'année, pendant que Tesla s'effondrait de 37,9%. Mais reculons jusqu'en mars 2023. À cette date, BYD n'était presque personne ici. Une marque de niche, sans réseau de service digne de ce nom, sans la moindre réputation, face à une Tesla qui régnait sans partage. Comment un outsider pareil a-t-il rattrapé le leader en 2 ans à peine? Et pourquoi moi, qui ai acheté tôt, je porte aujourd'hui l'addition? Des taxes de 17% qui rognent la valeur de ma voiture, un service après-vente quasi inexistant à l'époque de mon achat, une enquête de Bruxelles sur des subventions illégales autour de l'usine hongroise. Si la technologie est vraiment si bonne, pourquoi ce n'est pas le marché qui se bat contre elle, mais les politiques, jusqu'au gouvernement allemand? Et pourquoi un acheteur comme moi se sent-il otage plutôt que vainqueur? D'ici la fin de cette vidéo, je vous montre où s'arrête l'avantage technologique réel de BYD et où commence la roulette politique dans laquelle vous engagez votre argent en achetant cette voiture aujourd'hui. Parce qu'en mars 2023, justement, j'ai signé pour une BYD Atto 3 à 36 490 livres sterling, persuadé d'avoir mis la main sur la meilleure affaire du marché avant tout le monde. Sur le papier, tout collait parfaitement. Le prix battait sec les concurrents directs de l'époque. La batterie Blade, cette technologie LFP sans nickel ni cobalt, montée en architecture Cell-to-Pack, promettait à la fois plus de sécurité et des coûts de fabrication nettement réduits. Et surtout, BYD ne dépendait de presque personne. Environ 80% de ses composants clés, batterie, semi-conducteurs, électronique de puissance, sortaient de ses propres usines via sa filiale FinDreams jusqu'aux mines de lithium qu'elle possède en direct au Brésil. Pas de fournisseur externe qui gonfle sa marge au passage. Pas de pénurie de puces qui bloque une chaîne de montage entière. Pour un acheteur comme moi, ça ressemblait à la définition même d'un avantage imbattable. Un constructeur qui maîtrise absolument tout, de la roche extraite du sol jusqu'au véhicule fini dans le showroom. Et puis il y avait ce détail qui a achevé de me convaincre. En septembre 2008, Warren Buffett en personne, l'investisseur le plus prudent de la planète, celui qui refuse même de toucher aux valeurs technologiques qu'il ne comprend pas, avait injecté 230 millions de dollars dans BYD pour environ 10% du capital via Berkshire Hathaway. Si l'homme le plus rationnel de Wall Street avait misé dessus 15 ans avant que le monde entier ne parle de voitures électriques, qui étais-je, moi, pour douter du bien fondé de mon achat? Ce seul nom valait à mes yeux toutes les brochures marketing réunies. Il transformait un pari en certitude. J'avais l'impression, sincèrement, d'avoir repéré la martingale avant la foule. Une alternative à Tesla, en moins cher, avec en prime la bénédiction du meilleur investisseur du XXe siècle. Je conduisais ma Atto 3 dans les rues avec ce petit sentiment de supériorité du précurseur, celui qui a compris avant les autres, qui a fait le calcul malin pendant que ses voisins continuaient à payer plein tarif chez Volkswagen ou chez Tesla. La technologie était réelle, le prix était réel, la caution de Buffett était réelle. Rien, sur le moment, ne clochait dans cette histoire. Alors si tout était aussi solide, si le calcul était aussi limpide, si même l'investisseur le plus méfiant du monde avait donné son blanc-seing des années à l'avance, pourquoi est-ce que je suis là, aujourd'hui, à vous raconter cette histoire avec de l'amertume dans la voix plutôt qu'avec la fierté du bon coup? Pourquoi ce sentiment, avec le recul, d'avoir acheté un pari plutôt qu'une voiture? Parce que quelques mois à peine après ma signature, en octobre 2023, une enquête a démarré à Bruxelles. Une enquête qui allait tout retourner. Octobre 2023. Pendant que je roulais tranquillement dans mon Atto 3, flambant neuf, la Commission européenne, elle, ouvrait un dossier. Une enquête anti-subvention visant 3 constructeurs chinois, BYD, Geely et SAIC. À l'époque, je n'y ai même pas prêté attention. Après tout, qu'est-ce qu'une enquête bureaucratique face à une batterie Blade et une intégration verticale à 80%?
Sauf que cette enquête, justement, allait mettre le doigt sur la mécanique même de mon coup de génie. Parce que la conclusion de Bruxelles, 1 an plus tard, ne laissait pas beaucoup de place au doute. Les enquêteurs ont documenté des subventions à chaque étage de la chaîne. Des subventions directes, des prêts à taux préférentiels accordés par des banques d'État, des allègements fiscaux ciblés et un accès à des matières premières à prix cassé. Autrement dit, ce prix qui m'avait fait signer si vite n'était pas seulement le fruit d'une prouesse d'ingénierie. Il était aussi, en partie, le fruit d'un système d'État qui pousse derrière. Et Bruxelles n'a pas traîné pour agir. Dès le 5 juillet 2024, des droits compensatoires provisoires sont entrés en vigueur. Puis, le 30 octobre 2024, la sentence finale est tombée, pour 5 ans. 17% pour BID, autour de 19% pour Geely et jusqu'à 36% pour SAIC. Le tout s'ajoutant aux droits de douane européens de base de 10%, déjà appliqués à toute voiture importée. Faites le calcul vous-même. Sur mon Atto 3, ça change tout. Ce qui ressemblait à une affaire imbattable devenait, du jour au lendemain, une équation politique. Mais ce qui m'a vraiment glacé, c'est de découvrir comment ce vote s'est joué. Le 4 octobre 2024, les 27 pays membres devaient trancher. Résultat, 10 pour, 5 contre et 12 abstentions. Un vote fracturé, presque gêné de lui-même. Ce n'était pas un front uni européen qui se dressait contre les subventions chinoises. C'était un continent divisé sur la question de savoir s'il fallait, ou non, se protéger. Et devinez qui votait contre ? L'Allemagne. Oui, l'Allemagne. Celle-là même dont les usines Volkswagen, Mercedes et BMW auraient dû, en toute logique, applaudir des deux mains une mesure censée les protéger de la concurrence chinoise. Sauf que ces mêmes constructeurs réalisent environ 1/3 de leurs ventes en Chine. Le chancelier Olaf Scholz a même dû faire pression sur ses partenaires de coalition pour aligner le vote allemand contre les droits de douane. Berlin ne défendait pas ses usines, Berlin protégeait ses débouchés chinois. Et c'est là, honnêtement, que quelque chose s'est brisé dans ma tête. On me vend un discours européen de souveraineté industrielle, de protection du marché intérieur, et le pays qui possède littéralement les plus gros constructeurs automobiles du continent refuse de jouer le jeu par peur des représailles de Pékin. Si même l'Allemagne calcule que défendre son industrie coûte plus cher que de ménager la Chine, qu'est-ce que ça dit du rapport de force réel dans cette guerre commerciale ? Parce que soyons clairs sur ce que ça signifie pour moi et pour vous si vous envisagez le même achat. Ces droits de douane ne sont pas un couperet fixe et définitif. Ce sont le résultat instable d'un vote à 10-5 2012, arraché sous la pression d'intérêts nationaux contradictoires. Un rapport de force qui peut évoluer à la prochaine négociation, au prochain gouvernement, à la prochaine crise diplomatique. Et cette instabilité-là, ce n'est pas Pékin qui la paiera. C'est la valeur de revente de ma voiture, dans 3 ou 5 ans, quand ces règles auront peut-être encore changé. Parce qu'à ce stade, une chose devenait limpide. Bruxelles avait dégainé le marteau. Mais un marteau, ça appelle une réplique. Et la Chine n'allait pas rester en reste. Vous pensiez que cette guerre commerciale se jouait entre Bruxelles et Pékin, loin de votre garage ? Détrompez-vous. Parce qu'à peine les droits de douane européens sur BYD entraient en vigueur, Pékin a riposté, et pas contre l'industrie automobile. Contre les fermes françaises, les caves de cognac et les élevages de porcs européens. La Chine a ouvert des enquêtes anti-dumping visant le brandy, le porc et les produits laitiers venus de l'Union. Le message était clair. Si vous touchez à nos voitures électriques, on touche à vos exportations agricoles. Et croyez-moi, ce ricochet-là, personne ne l'avait mis dans la brochure commerciale de mon Atto 3. Le brandy a pris le coup le plus symbolique. Des droits anti-dumping définitifs de 27,7 à 34,9%, appliqués pour 5 ans, ont visé en premier lieu le cognac français. On parle d'un produit qui incarne littéralement l'exportation de luxe française vers la Chine, et qui s'est retrouvé sacrifié sur l'autel d'une guerre qui, au départ, concernait des batteries au lithium fer phosphate et des usines à Shenzhen. Les maisons de cognac n'avaient rien demandé. Elles payent quand même. Le port européen a suivi une trajectoire presque plus brutale, en dents de scie. D'abord des droits provisoires, grimpant jusqu'à 62,4%, un chiffre qui, sur le papier, pouvait ruiner des filières entières d'exportation vers la Chine.
Puis, dans un second temps, un repli vers des taux finaux compris entre 4,9 et 19,8%. Une désescalade, oui, mais qui en dit long sur la logique de l'ensemble. Ces chiffres montent et descendent au gré des négociations politiques, pas selon une quelconque réalité économique du marché du porc. Et puis, en décembre 2025, coût supplémentaire. Des droits allant jusqu'à 42,7% sur les produits laitiers européens à l'issue d'une enquête anti-subvention lancée dès août 2024. Fromage, poudre de lait, produits laitiers transformés, tout un secteur agroalimentaire européen s'est retrouvé pris dans un engrenage ouvert 1 an plus tôt à cause de véhicules électriques chinois. Le calendrier ne laisse aucun doute sur la logique de rétorsion progressive à l'œuvre. Ce qui me frappe avec le recul, c'est le changement d'échelle. On a commencé cette histoire en parlant de battery blade, d'intégration verticale, de pourcentage de droits compensatoires sur des voitures électriques. Et on se retrouve, quelques mois plus tard, à parler de vignerons charentais et d'éleveurs porcins néerlandais ou espagnols qui n'ont jamais vendu la moindre pièce détachée automobile. La guerre commerciale a changé de terrain sans prévenir personne. Sauf que ce sont eux qui trinquent, littéralement, à la place des ingénieurs de Shenzhen ou des fonctionnaires de Bruxelles. Et vous, spectateurs, où êtes-vous dans cette équation? Vous avez peut-être acheté ou envisagé d'acheter une BYD en pensant faire une affaire technologique intelligente, loin de la politique. Sauf que chaque euro que vous économisez sur le prix d'achat s'inscrit désormais dans un rapport de force qui touche des filières entières, de l'agroalimentaire français aux exportations agricoles néerlandaises. Ce n'est plus un simple choix de consommateur. C'est une prise de position, que vous le vouliez ou non, dans un conflit dont vous ne maîtrisez ni le calendrier ni les règles. Alors la vraie question se pose. Si des vignerons français et des producteurs laitiers européens paient déjà le prix d'une guerre qu'ils n'ont pas déclenchée, quelle est la véritable facture de votre bonne affaire électrique? Et est-ce que construire des usines directement sur le sol européen, ce que BYD a justement décidé de faire, suffira à désamorcer ce bras de fer une fois pour toutes? Spoiler, la réponse n'est pas aussi simple qu'un communiqué de presse hongrois. Alors BYD a trouvé la parade. Des droits de douane jusqu'à 17% sur chaque voiture importée de Chine? Facile. On arrête d'importer, on construit ici, en Europe, et légalement, ces droits ne s'appliquent plus. Le 22 décembre 2023, BYD annonce une usine à Szeged, en Hongrie. Jusqu'à 4 milliards d'euros d'investissement, une capacité de départ de 150 000 véhicules par an, avec une montée possible à 300 000. Jusqu'à 10 000 emplois à terme. Sur le papier, c'était l'annonce d'un géant qui s'installe chez vous pour de bon. Moi, à l'époque, j'y ai vu une garantie supplémentaire. Mais BYD n'a jamais mis tous ses œufs dans le même panier. Parallèlement à la Hongrie, l'entreprise préparait un deuxième site, en Turquie, à Manisa. 1 milliard de dollars d'investissement, 150 000 véhicules par an prévus. L'intérêt? L'union douanière entre la Turquie et l'Union européenne. Une voiture assemblée là-bas pouvait, en théorie, entrer sur le marché européen sans droits supplémentaires. 2 usines, 2 routes de contournement, un seul objectif: rendre les droits de douane de Bruxelles inopérants. C'était malin. C'était aussi, avouons-le, la preuve que même BYD prenait ses pénalités très au sérieux. Sauf que le plan turc s'est effondré en cours de route. À la mi-2026, le chantier de Manisa n'a toujours pas commencé. La Turquie a suspendu les avantages fiscaux accordés à BYD et a même évoqué la possibilité d'en exiger le remboursement. Résultat, selon plusieurs sources, BYD a fait de la Hongrie sa priorité absolue et a mis le projet turc de côté. Vous voyez le motif qui se répète? Une promesse d'implantation, un calendrier ambitieux, puis un blocage venu d'un acteur politique que personne, à l'achat de la voiture, ne vous avait présenté comme une variable. Et la Hongrie, elle, tenait ses délais? Pas vraiment. La production d'essais des véhicules particuliers à Szeged n'a démarré qu'au premier trimestre 2026, alors que l'objectif initial était fin 2025. La production en série, elle, est repoussée au deuxième trimestre 2026. Les premiers modèles assemblés sur place seront la Dolphin Surf et le petit SUV Atto 2, en version électrique et hybride. Un retard de plusieurs mois sur un projet censé être la solution miracle contre les droits de douane.
Rien d'alarmant en soi, sauf que ça casse déjà l'image d'une machine industrielle parfaitement huilée. Mais voici le vrai problème, celui qu'on ne vous montre jamais dans les brochures commerciales. La Commission européenne a ouvert une enquête distincte pour déterminer si BYD a bénéficié d'un soutien public illégal chinois, précisément pour financer la construction de l'usine hongroise. Autrement dit, le même mécanisme de subvention qui a justifié les droits de douane sur les voitures importées est en train d'être examiné pour l'usine censée contourner ces droits. En théorie, cette enquête pourrait déboucher sur des amendes, des remboursements exigés, voire des cessions d'actifs. Réfléchissez une seconde à ce que ça implique pour vous, concrètement. On vous a vendu l'idée qu'une voiture fabriquée en Europe échapperait à la guerre commerciale. Que Szeged, c'était le passeport définitif vers la tranquillité réglementaire. Sauf que l'usine même, qui devait vous protéger, fait aujourd'hui l'objet d'une enquête sur sa légalité. Si Bruxelles peut remettre en question la manière dont l'usine hongroise a été financée, rien ne garantit qu'elle ne remettra pas en question demain le statut des voitures qui en sortent. Et c'est là que la belle histoire du contournement se fissure complètement. Vous pensiez acheter une voiture Made in EU à l'abri des tensions entre Pékin et Bruxelles. En réalité, vous achetez un véhicule produit dans une usine dont le financement même est sous enquête, sur un site dont le calendrier a déjà dérapé, à côté d'un projet jumeau en Turquie qui, lui, s'est purement et simplement figé. Si même la construction à l'intérieur du sol européen ne garantit aucune immunité contre de nouvelles procédures, qu'est-ce qui vous garantit, à vous, que votre voiture ne se retrouvera pas, un jour, prise dans le même engrenage? Et pendant que Bruxelles enquêtait sur une usine hongroise, une autre bataille, bien plus violente, se jouait à l'intérieur même de la Chine. Une bataille dont les acheteurs européens n'avaient absolument aucune idée. Pendant que je m'installais confortablement au volant de ma prétendue bonne affaire, à des milliers de kilomètres, BYD menait une guerre bien plus brutale que celle des douanes de Bruxelles. Une guerre contre lui-même, chez lui, en Chine. Et c'est là, je crois, que se cache la vraie question que personne ne pose. Si l'entreprise saigne à la maison pour survivre, qui paiera la facture ici, en Europe, sur le dos du client? Entre 2023 et 2025, BYD a lancé une guerre des prix d'une violence rare sur son propre marché. Baisse de 30 à 35% sur certains modèles, pression de 10% imposée à ses fournisseurs pour tenir ses prix. Séduisant sur le papier, sauf que cette efficacité a un prix collectif. Selon l'Association chinoise des concessionnaires automobiles, cette guerre des prix a détruit environ 471 milliards de yuan de chiffre d'affaires sectoriel, soit près de 69 milliards de dollars partis en fumée en 3 ans. Résultat concret, le prix moyen d'une voiture en Chine est tombé d'environ 217 000 à 194 000 yuan, soit une chute d'environ 11%. Une bonne nouvelle pour l'acheteur chinois, une catastrophe pour la rentabilité du secteur. Et BYD, malgré sa taille et son intégration verticale tant vantée, n'y échappe pas. Sa marge brute est passée d'environ 22% en 2024 à environ 20% début 2025. Et sur certains modèles, elle s'effondre carrément à 14-16%. Même le champion serre les dents. Changeons maintenant d'échelle et regardons ce que cette pression fait subir aux constructeurs que je croyais concurrents solides. Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW et Porsche ont tous enregistré au deuxième trimestre 2026 une chute de leurs ventes en Chine comprise entre 30% et 41% sur un an. Sur le premier semestre 2026, chacun affiche une baisse dépassant 20%. Le marché qui faisait leur fortune depuis 20 ans se referme sous leurs pieds. Le chiffre qui m'a le plus marqué, c'est celui des co-entreprises de Volkswagen en Chine. Leur profit opérationnel est quasiment passé de moitié, à 958 millions d'euros en 2025, et la prévision pour 2026 tombe entre 200 et 600 millions. BMW, de son côté, a revu à la baisse sa prévision de rentabilité du segment automobile, la faisant chuter de 4,6% à seulement 1,3%, en citant explicitement l'accélération du ralentissement chinois. La conséquence la plus brutale, c'est Volkswagen qui l'a annoncé. Jusqu'à 100 000 emplois supprimés dans le monde, 4 usines fermées en Allemagne.
Les plus grandes suppressions de postes de toute l'histoire du groupe. Je précise, honnêtement, que ce plongeon des constructeurs allemands en Chine ne se résume pas à BYD seul. Les sources parlent d'un ralentissement plus large du marché premium chinois. Mais BYD, dans ce paysage, est le symbole qui écrase tout. Voilà donc le tableau complet. BYD gagne la guerre des volumes chez lui, au prix d'une marge qui s'effrite, pendant que ses rivaux occidentaux implosent en Chine et licencient en Allemagne. Une entreprise qui rogne sur sa propre rentabilité pour survivre à une guerre des prix qu'elle a elle-même déclenchée. Voilà le partenaire dont on me vantait la stabilité financière quand j'ai signé pour mon Atto 3. Alors permettez-moi la question qui, à mon avis, devrait vous empêcher de dormir si vous envisagez d'acheter aujourd'hui. Si BYD sacrifie sa marge et presse ses fournisseurs jusqu'à l'os pour tenir en Chine, sur quoi va-t-il rogner ici, en Europe, où son réseau de concessionnaires n'a même pas 2 ans d'existence? Le service? Les pièces détachées? La garantie? Voici ce que je ressens, en tant que propriétaire, sur ma propre peau, dès aujourd'hui. Mars 2023. Je signe pour cet Atto 3 à 36 490 livres, convaincu d'avoir trouvé la bonne affaire avant tout le monde. Ce que je découvre ensuite, c'est le réseau derrière la voiture, ou plutôt son absence. À cette date, BYD compte une poignée de points de vente en Europe. Le plan officiel? Environ 1000 concessions d'ici fin 2025, 2000 d'ici 2026, sur 29 marchés. Autrement dit, au moment où je signe, le service après-vente que je suis censé avoir n'existe quasiment pas encore. Et ça change tout, concrètement. Une panne, une pièce à commander, une révision, tout dépend d'un réseau construit sous mes yeux, pendant que je roule déjà. Pour une marque qui vend un argument de tranquillité au même titre qu'un prix, c'est un pari inversé. Vous payez d'abord, l'infrastructure suit derrière, si elle suit au rythme annoncé. Et personne ne vous garantit que la croissance des ventes, plus de 268% en 2025, s'accompagne du même rythme côté service. Deuxième trou noir, la valeur de revente. J'ai payé 17% de droits compensatoires en plus des 10% de base européen, un taux fixé le 30 octobre 2024 pour 5 ans en théorie. Sauf que Bruxelles a ouvert une enquête séparée pour savoir si BYD a reçu des aides d'État illégales, cette fois pour construire l'usine de Szeged. Si cette enquête tourne mal, on parle d'amende, de remboursement, voire de cession d'actifs. Et personne ne sait ce que ça ferait au prix de revente de ma voiture. Troisième trou noir, le plus révélateur. Les règles elles-mêmes ne sont pas figées. Bruxelles et Pékin négocient depuis des mois un mécanisme de prix minimum censé remplacer les droits de douane. Les discussions ont échoué en avril 2025. Elles ont repris en décembre 2025. La Commission européenne a publié ses lignes directrices en janvier 2026. Soit plus de 2 ans après le début de l'enquête initiale. 2 ans, et le cadre final n'existe toujours pas. Vous avez acheté une voiture dans un système dont le mode d'emploi est encore en cours d'écriture. Alors, disons-le franchement, même si ça m'écorche un peu, la technologie, elle, est réelle. BYD fabrique environ 80% de ses composants clés en interne, via des filiales comme FinDreams, batteries et semi-conducteurs compris, jusqu'aux mines de lithium au Brésil. La batterie Blade, en chimie LFP, sans nickel ni cobalt, avec une architecture Cell-to-Pack, réduit vraiment les coûts de fabrication. Ce n'est pas du vent marketing. Selon certains analystes, cette intégration verticale pèserait même plus lourd que les subventions dans l'avantage prix. Ce n'est pas un hasard si BYD a dépassé Tesla en vente mondiale en 2025. Mais toute cette mécanique repose sur du sable politique. Et pendant que Bruxelles tergiverse, BYD, chez lui, mène une guerre des prix féroce. Baisse de 30 à 35% sur certains modèles, pression de 10% sur les fournisseurs, une marge brute qui glisse de 22% à 20%, jusqu'à 14-16% sur certaines gammes. L'industrie chinoise a perdu environ 471 milliards de yuan en 3 ans, selon les concessionnaires locaux. Alors quand une entreprise rogne déjà sa propre marge chez elle, qu'est-ce qui vous garantit qu'elle ne rognera pas ici sur votre service après-vente plutôt que sur son coût de revient?
Et puis, il y a ce détail, que j'avais brandi comme une garantie, en 2023. Warren Buffett. En septembre 2008, Berkshire Hathaway avait investi 230 millions de dollars pour environ 10% de BYD. Si Buffett y croyait, me disais-je, pourquoi pas moi? Sauf qu'en creusant, je découvre que Berkshire a vendu sa participation progressivement depuis 2022, pour en sortir complètement d'ici 2025. L'argent le plus averti du monde a quitté le navire exactement pendant que moi, et des milliers d'Européens comme moi, ont monté à bord sur la vague du battage médiatique. Alors non, je ne vous conseille pas de foncer tête baissée sur cette bonne affaire. La technologie de BYD est vraie, l'intégration verticale et la batterie Blade tiennent vraiment le prix bas, ce n'est pas un mythe. Mais acheter cette voiture en Europe aujourd'hui, ce n'est pas acheter un véhicule électrique. C'est acheter une part dans un conflit non résolu, entre des droits de douane qui peuvent bouger, une usine hongroise en retard et un partenaire turc gelé. D'un côté, vous économisez, ici et maintenant, plusieurs milliers d'euros sur une vraie technologie. De l'autre, dans 3 à 5 ans, vous ne connaîtrez ni la valeur de revente de votre voiture, ni les règles du jeu. Parce que ces règles ne se décident pas chez un ingénieur de BYD, mais dans un bureau à Bruxelles. Le réseau de services se construit encore sous vos yeux. Les négociations sur le prix minimum ne sont toujours pas closes. Prendriez-vous ce risque? Moi, avec ce que je sais maintenant, je ne me précipiterai pas. Le risque n'est pas dans le moteur, ni dans la batterie. Il est dans tout ce qui l'entoure. Un service après-vente encore en chantier, une valeur de revente suspendue à des décisions politiques, un cadre réglementaire pas encore écrit. Et vous, vous achèteriez quand même? Dites-le moi en commentaire.